Bienvenue sur Géopolitis. Quel est l'un des rares pays au monde à se porter mieux après la crise qu'avant? Le Brésil. Quel est le président qui s'en va après 2 mandats et avec une cote de popularité de plus de 80%? Le président brésilien Lula. Quel est le pays émergent qui peut dire « Nous avons remboursé toutes nos dettes et en plus, nous avons fait des milliards de réserves »? Le Brésil. C'est en effet un Brésil en pleine forme qui est sur le point d'élire un successeur à Lula, l'ancien syndicaliste devenu président, l'homme qui avait promis, parce qu'il avait connu la misère, que plus personne au Brésil ne souffrirait de la faim. Géopolitis décrypte la réalité de ce pays de 190 millions d'habitants qui vit un rêve, le rêve brésilien. C'était en 1941, un certain Stefan Zweig, exilé loin là-bas en Amérique du Sud, donnait le titre suivant à son plus récent ouvrage, Brésil, terre d'avenir. 70 ans plus tard, on peut d'ores et déjà affirmer que vers 2025, le Brésil sera la 5e puissance économique du monde. À Brasilia, la capitale, on estime que les réserves actuelles du pays sont de l'ordre de 200 milliards de dollars, car les années de croissance ont aussi été mises à profit pour payer toutes les dettes. Dans l'état du Mato Grosso, on parle du miracle agricole brésilien. C'est la plus grande ferme du monde. Le pays est désormais le premier producteur de viande de bœuf, de poulet, de soya, de maïs, de coton, de café et de sucre. À 200 km au large des côtes brésiliennes, c'est le gisement de Tupi, la plus grande découverte pétrolière de ces 30 dernières années. De toute façon, le pays est désormais autosuffisant en matière de pétrole. À Rio de Janeiro, Petrobras, la compagnie pétrolière, est devenue la première entreprise d'Amérique latine avec le plus gros bénéfice jamais réalisé sur le continent. Dans l'ensemble du pays, ce sont près de 50 millions de Brésiliens qui, au cours des 8 dernières années, ont rejoint les rangs de la fameuse classe moyenne. Une seule zone d'ombre au tableau, le Brésil, on le sait, n'a guère brillé cet été lors de la Coupe du Monde de football. En 2002, Lula se positionne comme le candidat du changement. Et changement, il y aura, au point que 8 ans plus tard, le président est acclamé et déjà regretté dans les favelas de Rio, comme à la bourse de Sao Paulo. En gros, le taux de pauvreté est tombé d'un bon tiers de la population à un petit quart des 190 millions de Brésiliens. On estime que 40 millions de citoyens ont accédé à cette fameuse classe moyenne qui consomme. Ordinateur, télévision, voiture, téléphone, on découvre désormais au Brésil les charmes du crédit. Le commerce a fait un bond de 13%. Au Brésil, on peut d'ailleurs s'acheter désormais un appartement en s'endettant sur 30 ans, ce qui était impensable il y a encore 10 ans. Lula, qui a grandi dans les favelas de Sao Paulo, élevé par une mère seule, a voulu et créé le fameux programme Bolsa Familia, ce qui veut dire bourse famille. Voilà qui garantit un minimum vital à 50 millions de Brésiliens. Mais attention, cette allocation est versée uniquement aux mères de famille et à 2 conditions, que les enfants aillent à l'école et qu'ils soient vaccinés. Un salaire minimum a été imposé aux entreprises du pays. En 2010, près de 3 millions d'emplois auront été créés. Il y a toutefois quelques bémols. Le côté inégalitaire qui persiste, un risque de surchauffe économique et, cauchemar des dirigeants, le retour possible et redouté de l'inflation. « 2022, ce sera une grande année pour le Brésil. D'abord, ce sera le bicentenaire de son indépendance. Le Brésil, il y a encore 200 ans, était une colonie portugaise. Mais 2022, c'est aussi une échéance que se fixe le pays, devenir la 5e puissance économique du monde, avec un slogan voulu par le président Lula, bâtir un pays moins inégal. Actuellement, près de 45% du revenu national est capté par les 10% de la population la plus riche. Autre axe de développement, l'investissement massif dans la technologie pour ne plus dépendre, par exemple, des brevets des grands laboratoires étrangers. Lula, avant de quitter la présidence, aura voulu imiter l'un de ses prédécesseurs, Juscelino Kubitschek, qui, dans les années 50, avait décidé de faire avancer le Brésil d'un demi-siècle en 5 ans, ce qui fut fait en partie, notamment en créant de toutes pièces la capitale, Brasilia.
C'est la banque Goldman Sachs qui, en 2001, ce n'est pas si vieux, a imaginé cette appellation BRIC. BRIC comme Brésil, Russie, Inde et Chine. Bref, les pays émergents. D'émergents, ces pays et ces marchés, bien que très différents structurellement et historiquement, sont devenus des partenaires majeurs. Ils représentent ensemble la moitié de la population mondiale. Leur part dans le PIB mondial est passée en 10 ans de 16 à 22% et les BRIC, comme on dit, détiennent près de la moitié des réserves mondiales de devises grâce surtout à la Chine. Comme par hasard, le principal partenaire commercial du Brésil, ce ne sont plus les États-Unis, c'est la Chine. Avantage du Brésil sur la Chine, c'est une vraie démocratie. Avantage du Brésil sur l'Inde, le pays de Lula ne connaît aucun conflit ethnique ou religieux. Avantage du Brésil sur la Russie, ses exportations ne se limitent pas au pétrole et aux armes. Les BRIC, réunis récemment à Brasilia, pèsent désormais sur l'ordre mondial, Brésil en tête. Il n'est plus question de les ignorer et de ne plus les inviter lors des grandes réunions mondiales, comme par exemple le G20. Il y a donc la Dauphine et il y a le Challenger. La Dauphine, c'est Dilma Rousseff, du Parti du Travail au pouvoir. L'ancienne chef de cabinet du président Lula, choisie et choyée par lui pour lui succéder à la tête de l'État. Elle n'a pas son charisme, mais elle a son soutien. Les succès de Lula ne lui sont pas imputables, mais ils lui servent de tremplin. Après des débuts un peu chaotiques, les sondages la disent maintenant confortablement placée devant le Challenger, José Serra, le candidat de l'opposition du Parti social-démocrate, un politicien de 68 ans, économiste, ancien maire et gouverneur de Sao Paulo, qui s'était présenté en 2002 contre Lula. José Serra a un slogan, le Brésil peut faire plus. Ce plus pour le Brésil, Lula et ses amis disent qu'ils l'ont déjà fait. Encore un mot sur ces élections. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de suspense. Tous les organismes de sondage donnent la Dauphine du président Lula largement gagnante. L'invité de Géopolitis, Jean-Jacques Fontaine, journaliste suisse vivant au Brésil, créateur du site Vision Brésil, qui est une mine de renseignements sociaux ou sur l'environnement au Brésil, plein de choses. Ce miracle brésilien, vous y croyez? Vous y êtes. Il est solide? Il est durable, ce miracle brésilien? Alors, d'abord, il existe. Il n'y a aucun doute. Il y a eu une croissance remarquable ces dernières années. Il y a eu une redistribution de cette croissance à travers les programmes sociaux qui ont d'ailleurs été mis en place avant Lula. Il faut pas oublier que la bourse famille dont on parle beaucoup, c'est pas vraiment la création de Lula. Ça commence avant, ça a été restructuré par Lula. Mais il est clair que ça permet une redistribution de la croissance, donc une augmentation des consommateurs à l'intérieur du pays, puisque les plus pauvres, recevant un peu plus d'argent, se mettent effectivement à consommer, donc stimulent le marché intérieur. Donc il y a effectivement croissance, il y a effectivement développement. Alors c'est quoi le danger actuel pour le Brésil? Qu'est-ce qui ferait que économiquement, tout d'un coup, ça s'écroule? Alors ça s'écroule peut-être pas, mais disons il y a un certain nombre de fragilités que moi je vois en tout cas dans deux axes. Le premier, c'est le piège du marché intérieur. Le Brésil est un énorme pays, 190 millions d'habitants, grand comme l'Europe. Et en fait, justement, cette redistribution de la croissance fait que le nombre de consommateurs, notamment de la classe moyenne, augmente énormément et que tous les investissements, toutes les entreprises vont sur ce marché intérieur. Tout ce qui est produit reste. Tout ce qui est produit reste. Il y a beaucoup d'importations. Donc, il y a une pression aussi sur l'économie du pays par les importations. Les économistes estiment que le Brésil, pour équilibrer son économie, devrait pouvoir exporter pour l'équivalent d'environ 25% de son produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est à 18%, ce qui est extrêmement peu. Exporter quoi, entre parenthèses? Alors, exporter quoi? Alors, il y a évidemment quand même des mines industrielles importantes. Le secteur automobile, par exemple, qui est extrêmement fort. Les avions, Embraer est le troisième constructeur d'avions derrière Boeing et Airbus. Il y a toute une série de choses. Mais alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce que le Brésil exporte, c'est des produits de base. Et là, il y a un deuxième risque, c'est-à-dire que c'est du soya, c'est des oranges, c'est du fer, c'est des choses comme ça, donc des produits vraiment miniers ou agricoles. C'est le bétail. Il faut pas oublier que le Brésil est aujourd'hui le premier producteur mondial de viande, devant l'Argentine. On le sait pas toujours. Le risque, c'est évidemment que le Brésil est extrêmement dépendant des cours du marché des matières premières et on sait que des produits agricoles. Et c'est très volatile. Plus la spéculation. Plus la spéculation. Donc on pourrait imaginer une conjonction à un moment donné qui ferait que
la stagnation du marché intérieur, parce qu'à un moment donné, cette croissance liée à la redistribution, elle va se ralentir. Hein. Donc une certaine stagnation du marché intérieur et une chute des cours des matières premières et des produits agricoles pourrait provoquer effectivement un retour de manivelle. Et ça, je pense que, à la différence de la Chine ou à la différence de ce qu'a été la Corée à l'époque, le Brésil a choisi une voie qui est un peu plus risquée. Alors, il y a deux événements, deux choses qu'on évoque rarement quand on parle du Brésil, parce que ça ne fait pas plaisir aux Brésiliens, c'est évidemment la violence, mais l'éducation. Et je crois que là, l'éducation, bon, on peut pas parler de miracle, il y a encore beaucoup de travail. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que le Brésil ne s'est pas réveillé au problème de l'éducation, je dirais. C'est-à-dire que l'éducation est aujourd'hui considérée comme un programme social comme un autre, c'est-à-dire comme la santé, comme la redistribution de la richesse, etc. Et donc accessible à tous. Alors. Accessible à tous, c'est vrai qu'il y a eu un effort. Alors, il y a eu un effort très sérieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement 98% des enfants en âge de scolarité vont à l'école. Le problème, c'est que cette école est d'une performance absolument catastrophique. C'est-à-dire que les enseignants sont très mal formés, il y a beaucoup d'absentéisme, il y a beaucoup de redoublements, et il n'y a pas eu d'effort fait pour améliorer encore la qualité de cet enseignement. On dit d'ailleurs au dernier contrôle national, il a été montré par exemple qu'un élève qui sort de l'enseignement public obligatoire, c'est-à-dire à 15 ans à peu près, souvent n'arrive pas à distinguer, n'arrive pas à voir que 50% c'est la même chose que la moitié. Bon, c'est embêtant. Ça arrive dans pas mal d'autres pays aussi. Il n'arrive pas à distinguer l'idée principale d'un texte lorsqu'il le lit. Donc on a effectivement une occupation des enfants à l'école, mais une école dont le résultat est assez mauvais. Et là, il y a un problème effectivement d'investissement, de choix politique et d'investissement qui n'a pas été fait. Et si on compare avec toujours la Corée, parce que je crois que c'est un bon exemple, je veux dire, ou le Japon à l'époque, je veux dire, ces pays ont mis toute la priorité à un moment donné sur l'éducation. La Chine aussi, bien sûr. La Chine aussi. L'Inde, qui a développé toute la filière informatique à travers la formation de ses ingénieurs, qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs du monde. Le Brésil n'a pas ça. Alors, Jean-Jacques Fontaine, en un mot, qu'est-ce qui permet au Brésil de dire, voilà, dans à peu près 15 ans, on est la 5e puissance mondiale? C'est vrai, à votre avis? Oui, aujourd'hui, on peut le dire, parce que alors il y a effectivement toute cette puissance des matières premières. Je veux dire, premier producteur de soya, premier producteur d'orange, premier exportateur de viande, premier producteur de fer, etc., de minerais de fer. Donc effectivement, il y a là une puissance réelle. Jean-Jacques Fontaine, merci. Je rappelle que vous êtes le créateur du site Vision Brésil, plein de renseignements sur la vie sociale, la vie économique et sur l'environnement aussi au Brésil. Merci à vous. Il y a quelque chose de fascinant dans le destin de Luiz Inácio Lula da Silva. Il n'était programmé ni pour sortir de la misère, ni pour devenir le premier des citoyens brésiliens, ni encore moins pour rester dans l'histoire comme l'un des plus grands présidents que son pays ait connu. Élevé dans la misère par des parents paysans analphabètes, pauvre gosse de l'une des favelas les plus dangereuses de Sao Paulo, bien obligé de quitter l'école à 14 ans, petit cireur de chaussures, vendeur ambulant, tourneur dans une usine Volkswagen et enfin syndicaliste jeté en prison à la suite d'une grève. C'est beau comme dans un film. Par 3 fois, il se présentera à l'élection présidentielle, il sera enfin élu en 2002. 8 ans et 2 mandats plus tard, il s'en va sur un bilan économique et social dont peu de chefs d'État peuvent se prévaloir, avec en prime 2 superbes cadeaux en forme de rendez-vous sportifs mondiaux au Brésil, la Coupe du monde de foot en 2014 et les Jeux olympiques à Rio en 2016. Il paraît que le président ne demande rien, aucune récompense, sauf une, que dans 4 ans, le Brésil la gagne, cette Coupe du monde de foot. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, le forum interactif et vos questions à notre invité. Sur la toile, ce que l'on dit et ce que l'on montre sur le Brésil, de la cartographie sur ce pays grand tout de même comme 15 fois la France, vue du passé ou quand le Brésil n'avait pas encore émergé, les sites les plus intéressants et enfin, toujours sur le net, toutes les éditions les plus récentes de cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.